Spécialiste en géologie et en environnement, André Prost possède une connaissance approfondie de l'histoire minière de Thetford, acquise au fil d'une carrière de plus de 30 ans dans les secteurs minier, environnemental et de l'enseignement. Titulaire d'une maîtrise en génie civil et d'un double baccalauréat en chimie inorganique et en géologie, il a œuvré autant sur le terrain que dans la conception de politiques publiques liées aux ressources naturelles. Très engagé dans sa communauté, il s'implique au sein de plusieurs organisations régionales, notamment à titre de président du musée Minéraux et du centre historique de la mine King. Lors de cette conférence d'ouverture, André vous offrira son regard éclairé sur l'histoire de Thetford et sur l'empreinte de l'industrie minière sur le territoire et sur la collectivité. Monsieur Prost, la parole est à vous. Merci, Antonine. J'ai quand même un micro avec moi parce que j'ai de la misère à rester fixe devant un lutrin. Donc, vous m'entendez bien, je vais le garder proche de moi. Merci aussi au comité organisateur qui semble avoir fait un très, très beau travail. Tout est bien en place. Je ne suis pas historien. J'aime marcher parce que je suis un enseignant, puis quand j'enseigne, j'aime marcher, je ne peux pas rester fixe. Alors, c'est pour ça que j'ai le micro. Okay, il faut que je le garde vraiment proche, là. Donc, je vois ici le temps. Étant pas historien, mais par contre venant de la ville, ayant travaillé dans les mines, j'ai quand même vécu certaines choses dans les mines, dont les grèves, la grève de 75. J'ai travaillé dans les mines, j'ai travaillé à la mine Bell, j'ai travaillé à l'Asbestos Corporation, je suis allé à Asbestos Hill, dans l'Ongava. Je voudrais juste savoir ici, pour voir s'il y a des gens ici qui ont déjà travaillé dans les mines, soit comme étudiants ou comme employés. Donc, il y en a quelques-uns, oui. Ici, la table, pas mal tout le monde est... Donc, oui, je comprends. Là, c'est des visages que je reconnais aussi. Alors, je vais ponctuer ma présentation avec des notes personnelles, du vécu pendant ces temps-là. Bien sûr, pas au début, mais vers la fin. Oui, c'est vrai, j'ai mon... Donc, pour commencer... Au Minéraux, c'est deux entités. C'est le musée, d'abord, qui, lui, se spécialise du côté scientifique, plus scientifique, les minéraux, les roches, les fossiles, mais rattaché aux Appalaches surtout, dans lesquels on retrouve, bien sûr, les mines d'amiante. L'autre entité, c'est le KB3, le Centre historique de la mine King. Et lui, bien sûr, c'est plus technologique et patrimonial. Donc, je vais axer beaucoup sur le côté technologique et patrimonial aujourd'hui. Quand on parle de patrimoine, il y en a différentes sortes. Patrimoine culturel, immobilier, mobilier. Le patrimoine immatériel qu'il ne faut pas oublier non plus. C'est des témoignages, ça peut être des témoignages de mineurs. Avant de venir au musée, moi, j'étais vraiment scientifique. Je suis un scientifique. J'étais dans le domaine de la géologie, surtout. Mais j'ai appris avec les témoignages des mineurs, avec les rencontres avec ces gens qui ont travaillé dans les mines. J'ai réalisé, et ayant travaillé aussi dans les mines, j'ai réalisé enfin que le patrimoine minier est très important à conserver. Nous avons aussi le patrimoine... les paysages culturels, naturels, bien sûr. Quand on parle de... C'est drôle, je regardais ça, cette diapo-là, puis je me suis dit, bien, c'est une friche industrielle qui a été rénovée. Parce qu'ici, vous avez le centre historique de la mine King, avec maintenant, c'est seuls 3 bâtiments qui restent. Le chevalement. Ici, vous avez, si je ne me trompe pas, vous avez la salle des treuils. Et je crois que ça se peut-tu que c'est la forge? Mais en tout cas, c'est les 3 bâtiments qui demeurent. Et qu'est-ce qu'on voit au loin ici? Et c'est la mine Johnson. C'est l'ancien puits de la mine Johnson. Donc, on a transformé avec l'aide, bien sûr, ça prend de l'aide parce qu'on est un organisme sans but lucratif. On a eu beaucoup d'aide de ces 3 paliers de gouvernement, municipal, provincial, fédéral. Je dois dire aussi merci beaucoup à la ville, surtout avant tout parce qu'en plus du financement qu'ils nous ont attribué chaque année, ils nous fournissent de l'expertise technique. C'est eux qui s'occupent des terrains à l'extérieur, donc
Sans la ville, ce projet-là n'aurait pas pu être possible. Vous avez à gauche, ici, c'était le schéma. Et au loin, qu'est-ce qu'on voit? La mine Bell, avec son chevalement ici. Et à quoi ça ressemble aujourd'hui? Donc ici, je peux vraiment localiser le chevalement. Ça, c'est la salle, la forge. Et ça, c'est la salle des treuils. Bon, juste rapidement, avant de commencer, 20 minutes, d'accord, je vous laisse savoir que cet été, au Chevalement, on va avoir une nouvelle exposition. C'est une exposition immersive, une expérience immersive que vous allez vivre. Je vous conseille vraiment d'y aller. Ça va être un gros événement. Et puis, en plus, on va avoir un livre. On va publier un livre sur l'histoire de la mine King. KB3, une mine en héritage. Donc, n'oubliez pas, venir voir ça, ça va être quelque chose à souligner. Bon, là, je me suis dit, sur une image, vous avez l'histoire de l'amiante. Je ne pouvais pas passer l'histoire en détail parce qu'on serait ici pour 1 heure. Alors, j'ai dit, comment je vais faire pour expliquer l'histoire sous un schéma, sur un graphique. Étant scientifique, bien sûr, ça me prend un graphique. Vous avez ici, sur l'axe vertical, c'est un peu... il ne marche pas le pointeur. Oui, ici. Sur l'axe vertical, vous avez un peu le marché de l'amiante, ici, qui augmente, qui stabilise. Vous avez sur l'axe horizontal, ici, les années importantes de l'histoire de l'amiante. Donc, remarquez, le graphique est divisé en 4 parties. La partie verte, c'est l'avant-découverte de l'amiante. Donc, du, gris, au, vert. La partie du, c'est avant la découverte de l'amiante. La partie grise, ici, c'est le graphique gris. C'est le gris. C'est la partie où l'amiante prend beaucoup d'importance au niveau de son marché puis se stabilise ici. À partir de là, mais en rouge, bien sûr, c'est haut, c'est le haut du gris au vert. C'est la chute de l'industrie de l'amiante, sa stabilisation ensuite ici. Puis ici, bien sûr, en pointillé, c'est notre futur. Hein, c'est les RMA ici et les autres industries ici qui sont impliquées dans le domaine. Donc, j'ai mis le signe ici parce que c'est vraiment ça qu'on fait. On est en train de réutiliser ce qu'on a produit comme résidu. Dans les RMA, vous avez bien sûr le magnésium, le nickel, le cuivre, le cobalt, le silice qu'on peut exploiter. Et on a la serpentine sous forme d'olivine qu'on exploite chez Olimag. Vous avez, bon, je reviens en arrière maintenant. Commençons avec, ça c'est les noms des personnes vraiment qu'on doit retenir dans l'histoire de l'amiante. Vous avez ici les 3 mines, moi c'est mes 3 mines qui sont, je dirais, les mines les plus importantes dans la région. J'appelle ça le triade des mines souterraines. C'est la mine King avec 108 ans d'exploitation. Pour une mine, 108 ans, c'est énorme. Normalement, les mines de cuivre en Abitibi, mines d'or, c'est 20-30 ans au plus. Mais dans les mines d'amiante, regardez les années, c'est incroyable. Mine Johnson, mine Bell, 130 ans la mine Bell. Les 3 ont commencé la même année, 1878. Mais ont terminé à des endroits différents. Et juste pour vous dire, regardez la mine Bell, ses propriétaires, ses noms différents pendant les années. Bon. Il y a eu 133 ans d'exploitation minérale d'amiante au Québec, à Thetford plutôt. Et quand je dis Thetford, qu'est-ce qui se passe ici au niveau de la trame historique à Thetford? C'est pas mal l'équivalent à Val-des-Sources. Je ne parlerai pas d'asbestos ou Val-des-Sources, parce que dans le fond, c'est pas mal la même histoire qu'ils ont vécu là qu'on a vécu ici en termes de l'histoire de l'amiante. Bon. Revenons au début. Je ne sais pas pourquoi que ça vibre. En tout cas,
gris au vert. La partie verte ici, il n'y a aucune production d'amiante, c'est l'avant-découverte de l'amiante. Ici à Thetford, dans ce temps-là, il y avait des agriculteurs, il y avait des bûcherons, et les Abénakis venaient, c'était leur terrain de chasse. Donc ici, il y avait peut-être 10, 15, la population à ce moment-là, Thetford était peut-être 10 à 15, c'était vraiment, vraiment petit. C'était nécessairement, généralement agricole et forestier. C'est en 1975 qu'est arrivé quelque chose de spécial. Le Québec central, le chemin de fer a passé par Thetford. C'est un pur hasard parce que l'année suivante, 1876, cette année ici est très importante, c'est la découverte de l'amiante. La découverte de l'amiante, rappelez-vous de cette année-là, 1876, parce que l'an prochain, on va célébrer le 150e anniversaire de la découverte de l'amiante. Donc, aujourd'hui, demain, si je vous parle, je vais vous demander cette question-là. Quelle est l'année de découverte de l'amiante? Vous devez me répondre 1876. D'accord? 1878, c'est là que les mines commencent à exploiter. Et l'ascension est fulgurante en termes de tonnage exploité, mais aussi en termes de technologie. Parce qu'avant, l'industrie de l'amiante, au niveau de sa concentration, son exploitation, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait les Italiens qui avaient une certaine technologie. Leur qualité d'amiante n'était pas la même que la nôtre, était inférieure. Et c'est pour ça que les clients ont décidé finalement de venir chez nous plutôt que l'Italie parce que notre fibre d'amiante était de meilleure qualité. Donc ici, cette partie-ci de la courbe, on peut voir que là, l'amiante est en nette progression en termes de tonnage et en même temps, c'était du travail physique. Hein, c'était manuel qui est devenu à la vapeur, qui est devenu électrique. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont passées ici. La labeur était difficile ici pour les gens. Les femmes travaillaient, les enfants travaillaient. Puis, on en va voir tantôt à la Mine Belle, le bâtiment des gobeuses, où ils faisaient le shadage ou le cobbing en anglais, où on frappait l'amiante dans la roche avec des marteaux, puis on libérait la fibre, et puis on élarguait la roche. Mais c'était valable seulement pour les fibres longues. Les fibres courtes étaient rejetées dans les terrils. Mais à un moment donné, le marché des fibres courtes s'est développé. L'amiantissement, les bardeaux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recyclé des terrils miniers. Donc, on n'est pas les premiers à le faire. Eux, c'était pour l'amiante, bien sûr, parce que le marché était important. Mais il s'en est fait beaucoup pour aller chercher de la fibre qui était courte, qui, au niveau technologique, ne pouvait pas extraire. Bon. Maintenant, on arrive à la stabilisation du marché ici. Ça, c'est vraiment les belles années. 1950 à 1900, si on peut dire, 78-80. Moi, j'ai vécu, et puis plusieurs d'ici autour de la table ont peut-être vécu et travaillé à la mine, bien sûr, vous me l'avez dit. C'était les belles années, c'est-à-dire qu'au niveau technologique, tout était pas mal rodé. On avait un système de contrôle de la qualité bien développé pour la fibre d'amiante, à la fois pendant la production et aussi pour les clients. Et les gens ici, vraiment, la qualité de vie ici à Thetford était exceptionnelle. Le buzzer, c'est pourquoi, donc, quand ça vibre? OK, d'accord. Donc, ici, c'est les belles années. J'ai vécu, je suis chanceux, je suis né en 1955. Et j'ai vécu, je suis allé à l'université, j'ai travaillé comme géologue de mine. Ma première job était à la Mine Belle, au laboratoire, contrôle de la qualité. Le bâtiment est maintenant démantelé. Il était à l'entrée ici de la Mine Belle, qu'on va passer tantôt. Alors, j'ai travaillé là. C'était mon premier emploi, si je peux dire, permanent, à la Mine Belle, au contrôle de la qualité. Arrive 1979-1980, la chute.
Ici, bien sûr, le marché baisse drastiquement. L'EPA aux États-Unis, bien sûr, s'y met de la part, puis on bannit, dans les autres pays, on commence à bannir l'amiante. Nous, ici, au Canada, c'est en 2018 qu'on bannit. Le Canada, officiellement, bannit l'importation, l'utilisation, transformation de la fibre d'amiante. Moi, quand j'arrive ici, j'ai vécu cette période-là. Mon père était patron à la mine, gros boss de la mine. Puis, je me rappelle quand il m'en parlait, il y avait les larmes aux yeux. Là. C'est sûr que les gens qui ont vécu ça, c'était difficile. Mais quand on parle d'accessibilité sociale, exemple, le KB3. Le KB3, il y a deux groupes de personnes. Il y a les personnes qui veulent promouvoir le patrimoine minier. Il y a d'autres personnes qui ne le veulent pas. Mais je vous explique pourquoi. La courbe. Les personnes qui ont travaillé pendant cette période-là, le KB3, pour eux, il faut fêter, il faut célébrer ça. Mais les gens qui ont vécu cette période-là, mais ces gens-là ont perdu leur emploi, ont perdu une bonne partie de leur pension, et ces gens-là sont plutôt amers. Je vais parler ici. Merci. C'était-tu la batterie? Non, tu l'as accroché. Je l'ai accroché. Okay. Bon. D'accord. Donc, juste pour vous dire, un jour, plusieurs d'entre vous venez quand vous arrivez de Montréal, vous passez par Saint-Ferdinand, puis bien sûr, première chose que moi, quand j'arrive à Thetford, loin de Thetford, sur un des sommets, sur la route 161, je crois, je vois la dompe de la mine Normandie. Et puis, je me dis, je suis chez nous. Je suis arrivé chez nous. C'est mon chez nous, les dompes. Quelqu'un d'autre va arriver, puis il va dire, les maudites dompes, ils ont mis fin à ma carrière et puis j'ai perdu ma pension. Vous voyez l'accessibilité sociale, c'est un peu ça. Je vais devoir y aller plus rapidement, là, malheureusement. J'accroche tout, hein? Bon. Ici, c'est la stabilisation du marché de l'amiante. Notez ici en 1986, mais c'est Holly Mag qui commence le recyclage des résidus miniers amiantés pour transformer la serpentine où la fibre d'amiante est toute éliminée, puis on la transforme en serpentine, en olivine, pour faire du jet de sable. Bon. On commence ici la section vert, du gris au vert. Ça, c'est le futur, c'est le présent et le futur. Exemple ici, Holly Mag et KSM. Holly Mag en production depuis 1986 et KSM en mode pré-production pour les engrais chimiques à base de magnésium et potassium. On a d'autres aussi compagnies que vous voyez ici, d'autres organismes comme l'ONA, Coalia, Grosbec, qui sont de loin ou de proche liés, le PEFCA, l'ID Thetford, 3R Minéral, Mazarin, SAL ici, hein, ça c'est le groupe de notre ami Guy Bérard. Vous avez ici 1923, j'ai mis une année ici, 1923. Ça, c'est la mine pierre stéatite. Ça veut dire que dans la région, la seule compagnie qui travaille encore dans des puits liés à l'amiante, c'est les pierres stéatites d'Icebrotten qui exploitent la pierre à savon. Mais toutes les autres mines sont fermées.
Je vais devoir malheureusement avancer rapidement parce qu'il me reste 6 minutes 40 secondes. Vous avez ici les deux grandes grèves 1949 et 1975. Celle de 49, les conditions, c'était plus, les travailleurs cherchaient plus des bonnes conditions de travail, des salaires, des vacances, des congés maladie. Puis ils voulaient qu'on diminue la poussière, mais ça, c'était laissé à la discrétion des compagnies minières. Ça n'a jamais été fait. En 49. À noter qu'en 43, en 1943, une année assez marquante parce que qui a ciblé ou qui a cerné le problème des poussières d'amiante dans le milieu de travail? C'était les femmes, pas les hommes, les femmes. Les femmes à la mine BC travaillaient dans le moulin, puis ont signé une pétition en 1943 et ils ont dit que, regardez, là, il faut diminuer la poussière dans le moulin, mais aussi à l'extérieur. Donc, ça a commencé là, puis avec des femmes qui travaillaient dans les moulins à ce moment-là. La grève de 75, celle-ci est plus récente. Je l'ai vécue. Je vais vous dire que c'était pas facile pour ma famille. Mon père étant le grand patron de la mine Carey, les grévistes sont venus chez nous. Et puis, on a dû faire venir la police municipale qui restait là 24 heures sur 24 pendant 1 ou 2 semaines. Là. À un moment donné, on a dû quitter Thetford pour aller à Québec, pour vivre là, parce qu'on avait des menaces. Donc, vous voyez, ça se fait des deux bords, hein, parce que si on prend la grève de 49, ça se passait plus à Val-des-Sources, à Asbestos. Les grévistes de Thetford sont allés à Val-des-Sources et puis pour appuyer les grévistes de 1949. Là, c'est les grévistes qui se faisaient pas mal bardasser, là, varloper, comme on dit, comme il faut. Puis dans ce temps-là, il y avait la question des communistes. Et il y en a plusieurs parmi eux qui prétendaient être des communistes. Et puis, pour des communistes, on avait le droit de bardasser encore plus. Donc, c'était toute une histoire, ça, la grève de 1949, 1975. Les deux grands déménagements, ici, c'est 1953-59, Saint-Maurice. C'était le premier déménagement. Et on avait un autre déménagement en 1970-73. C'était la deuxième phase de déménagement du quartier Saint-Maurice. Notez 1986 en bleu. C'était la rue Smith. La rue Smith que vous connaissez, qui est juste à côté de la mine Belle. Aujourd'hui, il reste quelques maisons sur la rue Smith, mais la partie plus basse de la rue Smith est maintenant évacuée. Toutes les maisons ont été soit démobilisées ou tout simplement déménagées. Bon, je vais continuer, je vais avancer rapidement. Je vous conseille fortement d'aller écouter... Bien sûr, Louis, tu étais là au Tarmac 2024 lorsque Patrick Hood a fait sa présentation. Vous avez son lien YouTube. Ça dure 1 heure. Et je vous conseille fortement d'aller l'écouter parce qu'il est beaucoup plus approfondi que moi. Moi, j'ai juste 20 minutes. Lui, il avait 1 heure pour le faire. Puis je peux vous dire que lui, il est historien. Il travaille aux archives à Thetford, centre d'archives. Et l'histoire de Patrick est vraiment bien présentée. Je vous conseille fortement, si vous êtes intéressé, à aller l'écouter. Je vais sauter ça. Joseph Fecteau, c'était celui qui a découvert l'amiante. Il y a beaucoup de controverses par rapport à la découverte. Est-ce que c'est vraiment lui qui l'a découvert? Vous en parlerez à Pascal Binette, puis les autres historiens. Il y a quand même, c'est lui qui l'a découvert, peut-être le premier qui a ramassé la roche. D'ailleurs, pas loin de la mine Belle, sur le site de la mine Belle, aujourd'hui, qui a découvert en 1876. Oui, puis je vais vous talonner pendant les 2 jours pour vous poser la question, là.
1 minute 54, je dois sauter. Bon, ici, vous avez une vue noire et blanche verticale de Thetford avec toutes ses mines, bien sûr, mais vous voyez le triangle vert qui vient d'apparaître. Ça, j'appelle ça le triade King, Bell, Johnson. D'après les familles qui ont travaillé ces mines-là. Bon, l'expansion minière, on va y aller rapidement. Le dragage du lac Noir en 1955. C'est un événement très important qui a donné naissance à l'Ab Chrysotile à Black Lake. Maintenant, aujourd'hui, inondé, bien sûr. Déménagement, les grandes mouvances. Saint-Maurice. L'église Saint-Maurice, dont la statue Saint-Maurice est au musée. Vous voyez ici la statue... la statue... au sommet de l'église, elle est rendue dans le musée, Saint-Maurice. Mais l'église a été... on ne pouvait pas, bien sûr, la déménager, on l'a détruite. On voit ici, partie à gauche, une partie du vieux Saint-Maurice qui est déménagée. Puis l'autre partie en haut, elle va être déménagée aussi. Maintenant, en arrière du cégep, tout en arrière du cégep, les maisons sont là. La rue Smith et les installations de la mine Bell. Tous les bâtiments de la mine Bell sont encore là. C'est la seule mine dans la région dont tous les bâtiments sont encore là. Il va falloir penser à ça quand on va faire on va parler de la requalification des friches industrielles. Est-ce qu'on en conserve pour le patrimoine? Moi, je dis que oui. La rue Smith, la rue Smith, la rue Smith, à chaque fois qu'il y a des reportages ici à Thetford, que ce soit pour quelque chose qui n'a aucun lien avec la rue Smith, on mentionne la rue Smith. C'était le cas dans le passé. Radio-Canada venait et c'était peut-être pour quelque chose de complètement différent du sujet, mais on montrait toujours la rue Smith. D'après George W. Smith, qui était avec sa famille, qui étaient les exploitants de la mine Bell. Vous vous rappelez que le boulevard Frontenac s'appelait le boulevard Smith il y a longtemps. Déménagement. Ah, la belle toile de Jacques Fugère de la rue Smith. Je crois que c'est la ville qui l'a. Je crois que oui, oui. Vraiment, là, une belle toile peinte par Jacques Fugère avec, disons qu'il n'y a pas de droit d'artiste ici. C'est la réalité telle qu'elle était dans ce temps-là. Black Lake. Sachez qu'à Black Lake, il y a eu des déménagements. 0. Il y a eu des déménagements. Village Hopper, Village Johnson, Village Crabtree et la rue Saint-Patrick. Vous avez ici la rue Notre-Dame en rouge, mais en haut de ça, aujourd'hui, il n'y a rien, c'est le puits. Et ces endroits-là c'était des villages, il y avait quelques maisons, mais ils ont été déménagés. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des mouvances, il y en a eu beaucoup. Une vue de ces villages-là, la rue Saint-Patrick et le chemin de fer qui passait au nord de la sud de la rue Notre-Dame. Bon, rapidement. Aujourd'hui, le village Hopper, le village Johnson, le village Crabtree, ils seraient là. C'est-à-dire qu'ils sont dans le puits actuellement, la BC1. On voit ici les ombrages, ça c'est le magasin O'Brien et le belvédère devant le magasin O'Brien à Black Lake. La rue Saint-Patrick, maintenant c'était utilisé par les camions de mine. Bien sûr, il y avait la nationalisation de l'amiante en 1978 par le gouvernement. Les compagnies ont été nationalisées et ensuite privatisées suite à la venue du gouvernement libéral. Bon, j'arrive. Revenons à la mine Bell. Notez que la mine Bell, la mine King, la mine Johnson, les 3 chevalements, les 3 mines souterraines font partie du répertoire du patrimoine culturel du Québec. Il y a eu un livre décrit sur la mine Bell. D'ailleurs, si vous le voulez, au musée, je crois qu'on en a plusieurs copies en anglais parce qu'il n'a jamais été produit en français. C'est M. George W. Smith, l'auteur. D'ailleurs, c'est lui qui était le propriétaire. C'était le grand patron et ses fils de la mine Bell. Il a décidé d'écrire un livre et c'est vraiment bien présenté avec des photos.
Donc, ça, c'était les techniques d'exploitation de la mine belle dans le temps. C'était des wagons à benne renversante dont les mineurs, à l'origine, en 1910, devaient aller chercher la roche, la mettre dans le wagon et pousser le wagon vers la surface. Donc, c'était purement manuel. Imaginez le travail physique requis pour ça. Ensuite, c'est devenu un peu plus mécanisé avec des pelles mécaniques, puis des trains à vapeur pour sortir le minerai. Les mineurs, dans ce temps-là, 1910, au niveau de santé et sécurité, c'était limité. Puis ici, on voit des hommes, mais il y avait aussi des enfants qui travaillaient, des jeunes qui travaillaient pour ramasser la roche, puis la mettre dans les bennes. À un moment donné, les camions se sont introduits. Ça devenait plus mécanique. J'ai travaillé ici, à la mine belle. Malheureusement, le bâtiment n'est plus là. C'était le laboratoire de la mine belle. C'était mon premier emploi, comme je vous dis, au contrôle de la qualité. C'est un plan dans le livre de M. Smith, la mine belle. On trouve 2 plans. Ces 2 plans sont intéressants parce qu'on voit ici les 3 chevalements. Si on doit conserver quelque chose ici, ce sont ces 3 chevalements-là. C'est les 3 chevalements, c'est les piliers de l'exploitation de l'amiante à Thetford. King, Bell, Johnson. Johnson, le chevellement est encore là, mais en état assez délabré. Est-ce qu'on le laisse comme ça pour laisser aux gens de voir comment il est rendu à l'origine? Peut-être que ça serait intéressant. L'autre, bien sûr, c'est la mine KB3 qui a été reconvertie. C'est maintenant le centre historique de la mine King. Bon, j'arrive. Donnez-moi 1 minute, s'il vous plaît. Ça peut aller? Oui? Oui, OK. Vous avez ici, bien sûr, les installations de la mine belle. Et quand je dis tous les bâtiments sont là, dont la plus vieille qui a été construite en 1895, c'est le chevalement, pas le chevalement, mais l'atelier de gobage. C'est là où les femmes, les enfants, avec des marteaux, frappaient la roche pour sortir les veines d'amiante, les veines qui avaient des fibres assez longues. Oui, l'atelier de gobage fait partie du répertoire du patrimoine culturel du Québec. Vous allez le voir quand on va visiter le site, j'espère qu'on va passer à côté. Il est assez facilement reconnaissable ici. Et je crois que ça aussi, avec le chevalement, ça serait peut-être 2 choses à conserver pour le patrimoine culturel. Il fait déjà partie du répertoire, il ne faut pas oublier. Voilà, je vous remercie.